Est-ce que vous aussi parfois vous avez envie de vous dépasser, d'aller au-delà de vos capacités, toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus fort, dépasser les limites imposées par notre propre corps ou notre propre cerveau? C'est normal en fait, et c'est surtout super bien de se donner des petits challenges et des petits défis au quotidien. Franchir nos propres limites nous permet de mieux révéler notre potentiel et d'atteindre des sommets. Se dépasser, c'est bien. Sauf quand il s'agit de notre planète tout entière et de ce qu'elle a à nous offrir. Ça, c'est pas bien. Ça fait déjà quelques décennies que l'on parle chaque année d'un jour spécifique du calendrier, qui avance ou recule à chaque fois, le jour du dépassement. Il est pas mal critiqué à cause du manque de rigueur dans la façon de le calculer. Le jour du dépassement définit chaque année la date à laquelle l'humanité aurait consommé l'intégralité des ressources que la Terre est capable de régénérer en un an. Mon petit tableau, vous le connaissez. Son calcul se base sur la biocapacité de notre planète, c'est-à-dire en fait la capacité d'une zone à produire des ressources renouvelables et à absorber les déchets issus de leur consommation. La biocapacité donc divisée par l'empreinte écologique de l'humanité et multipliée par 365. Chaque année, ce calcul est effectué par l'ONG américaine Global Footprint Network et sert donc à montrer la surconsommation liée aux activités humaines et donc son impact sur notre planète. Ok, d'après ce calcul annuel, qui existe depuis 1961, le jour du dépassement est passé du 7 décembre en 1990 au 1er novembre en 2000. Puis au 21 août en 2010 et au 29 juillet en 2021. C'est la merde. Comme vous l'aurez remarqué, le jour du dépassement arrive de plus en plus rapidement chaque année. Avec une exception en 2020 où il se situait le 22 août grâce, entre guillemets, à la crise sanitaire. Bah ouais, logique en fait, avec la plupart des pays du monde en confinement, ainsi que les voyages et donc les trajets en avion impossibles, bah finalement on a un peu levé le pied en termes d'émissions de CO2 et de consommation en 2020. Alerte coronavirus. Pour vous... Alors si la manière de le calculer fait parfois grincer des dents les scientifiques, mettant par exemple les énergies fossiles et la déforestation dans le même panier, donc en fait le non renouvelable et le renouvelable, le jour du dépassement permet malgré tout de mieux se rendre compte des nombreux abus liés à notre mode de vie moderne, et aussi à l'explosion démographique de l'humanité. Mais attention, ce calcul s'effectue à l'échelle de l'humanité tout entière. Si on se base sur un pays spécifique, forcément la date, c'est plus la même en fait. En France par exemple, cette année, le jour du dépassement était le 7 mai. Et donc si toute l'humanité se mettait à consommer comme la France, eh bien il nous faudrait tout simplement 2,9 planètes Terre pour subvenir à nos besoins chaque année. Et encore, attention, on est loin d'être les pires. Tout en bas du classement, on trouve le Qatar, dont le jour de dépassement se situe le 9 février. À l'opposé, par exemple, le Maroc est l'un des meilleurs élèves, avec un jour du dépassement prévu pour le 26 novembre prochain. Les différences d'un pays à l'autre sont donc énormes, et si certains modes de vie se suffisent d'une seule planète, il nous faudrait un peu plus de 9 planètes si l'on vivait tous comme les Qataris. D'ailleurs, si vous voulez calculer votre empreinte écologique, le site Global Footprint Network dispose d'un quiz qui vous permet de savoir combien de planètes il nous faudrait si l'on consommait tous comme vous. Allez jeter un coup d'œil quand vous aurez le temps, vous allez voir, c'est plutôt bien foutu. Après, tout ça évidemment est à prendre avec des pincettes. Comme je le disais, ce calcul du jour de dépassement est un sujet très débattu et qui, voilà, manque un petit peu de rigueur scientifique. Bon, ça reste quand même malgré tout un indicateur global des disparités qui existent sur notre planète en termes de consommation, et si ça permet aux gens de se remettre un petit peu en question, bah pourquoi pas. Mais alors, jusqu'à quand est-ce qu'on pourra continuer à consommer de cette manière? Est-ce que l'on risque de provoquer un genre de fin du monde à force de faire un petit peu n'importe quoi avec les ressources de notre planète? Bon, la fin du monde, peut-être pas, mais pourrait-on causer notre propre fin, à nous les humains? Idéalement, l'évolution de l'humanité, tant dans sa démographie que dans sa manière de consommer, devrait s'accompagner d'une évolution des mentalités. Mais bon, en étant un peu honnête, pour l'instant, c'est loin d'être le cas. La prise de conscience du problème devrait s'accompagner de solutions efficaces, mais voilà, on a un peu de mal à se remettre en question. Notre empreinte écologique est calculée en fonction des ressources naturelles utilisées par l'humanité pour se nourrir, se loger, se déplacer, ainsi que compenser les déchets générés, dont les gaz à effet de serre. Et ça, à l'échelle de différentes surfaces, champs, pâturages, forêts, etc. Ça prend également en compte la surface nécessaire afin d'absorber le CO2 engendré par les activités humaines. Et forcément, des activités humaines, il y en a pas mal qui émettent du CO2. En termes de production, les activités qui émettent le plus de CO2 sont dans l'ordre: la combustion d'énergie fossile, qu'il s'agisse du charbon, du pétrole ou du gaz, avec en premier la production d'énergie via des centrales thermiques par exemple, puis les transports avec les voitures, avions, bateaux, etc. Vient ensuite l'agriculture qui consomme énormément de ressources, notamment dans la production de viande. Dans beaucoup de pays, la production d'énergie se fait encore via des centrales fonctionnant aux énergies fossiles, comme les centrales à charbon par exemple. Ainsi, les pays qui consomment le plus de charbon, ça c'est du charbon, sont la Chine, qui compte quand même pour 51% de la consommation mondiale du charbon, puis l'Inde avec 11,8%, et les États-Unis en troisième avec 7,2%, en sachant que leur consommation de charbon a été divisée par 2 en une dizaine d'années. Hop. En France, notre électricité provient quasiment intégralement du nucléaire, qui n'émet quasiment pas de CO2, ainsi que des énergies renouvelables. Notre production d'énergie n'a donc que peu d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais la demande en énergie, elle est croissante, d'autant plus que si l'on veut pouvoir se séparer des véhicules à essence dans les prochaines années, qui sont quand même responsables d'un quart des émissions mondiales de CO2, on va devoir se reposer de plus en plus sur les véhicules électriques. En tout cas au niveau des véhicules personnels, parce que les avions 100% électriques, c'est pas prévu pour tout de suite, même si des projets sont également en cours. Il va sans doute devoir falloir accroître l'offre en énergie. À l'échelle mondiale, il devient donc urgent
urgent de se débarrasser définitivement des centrales à gaz et surtout à charbon, sous peine de voir les choses empirer. Vouloir limiter l'utilisation du pétrole, c'est bien, mais si c'est pour le remplacer par quelque chose de tout aussi polluant en amont, bah c'est pas ouf. Quand on voit que le Premier ministre australien, qui est actuellement le plus grand pays exportateur de charbon au monde, refuse de se rendre à la COP26 à Glasgow pour parler du climat, bah on se dit que ça risque de pas être fou pendant encore un petit moment, quoi. Mais au fait, à force de consommer un petit peu tout et n'importe quoi, surtout des ressources non renouvelables, est-ce qu'il est possible un jour de tout consommer justement? On nous parle de la fin du pétrole depuis des décennies déjà, mais sans avoir réellement l'impression que ça nous arrive. Bah a priori, au niveau du pétrole, ça risque encore de durer un bon moment en fait. Avec les montées de température et la fonte du permafrost, les Russes continuent de découvrir des gisements jusqu'alors impossibles à exploiter. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue tout ça quoi. 59% de la production mondiale du pétrole est employée dans les transports, mais de nombreuses autres industries reposent sur son utilisation. 99% des matières plastiques sont donc issues de la pétrochimie, qui produit aussi des détergents, des caoutchoucs, des adhésifs, etc. Le butane ou le propane sont aussi ce qu'on appelle des gaz de pétrole liquéfié, ou GPL, et ils sont encore largement employés dans les domiciles pour se chauffer ou pour cuisiner. On roule aussi littéralement sur du pétrole tous les jours, puisque les routes bitumées sont issues de la distillation de certains pétroles bruts. Le pétrole est donc absolument partout, tout le temps. Si le pétrole venait à disparaître totalement, ça serait forcément de manière progressive, et il est tout à fait probable que l'on ait trouvé des solutions de substitution d'ici là, ce qui est d'ailleurs déjà le cas dans beaucoup de domaines. Mais nous ne sommes malheureusement pas tous égaux sur Terre, et qui dit raréfaction d'une denrée dit flambée des prix. Et forcément ça peut créer des conflits, voire des guerres. Les guerres pour des ressources ont déjà eu lieu à de multiples occasions par le passé, notamment pour l'une des ressources les plus vitales de notre planète, l'eau. Si l'eau nous semble acquise dans les sociétés occidentales, dans certaines zones du monde, c'est vraiment très loin d'être le cas. L'accès à l'eau potable, voire à l'eau tout court, est un combat du quotidien pour une grosse partie de l'humanité. On estime ainsi qu'environ 30% de la population mondiale ne bénéficie pas d'un accès domestique à l'eau potable. Des disparités sources de nombreux conflits, comme c'est le cas de la guerre du Darfour. Sur fond de génocide ethnique, les affrontements ayant lieu depuis 2003 dans cette région de l'ouest du Soudan ont causé des centaines de milliers de morts, principalement pour des raisons liées à l'accès à la terre et à l'eau. Ce type de conflit risque bien de se répéter si les ressources continuent de se raréfier de par le globe. Si l'on veut pouvoir continuer à profiter de ce que notre planète a à nous offrir, ainsi qu'à laisser aux futures générations un monde tout simplement viable, il va donc bien falloir que l'on fasse des efforts collectivement, afin que les populations les plus fragiles ne souffrent pas des conséquences de la surconsommation des sociétés plus privilégiées. Le réchauffement climatique va rendre d'autant plus invivables des régions du globe déjà fragilisées, provoquant le déplacement des populations. À long terme, si on ne baisse pas notre consommation d'énergie, il faudra renforcer la production d'énergie verte ou miser sur l'énergie nucléaire plutôt que sur l'énergie fossile. Quant à notre vie quotidienne, il faut trouver un moyen d'y apporter plus de sobriété et ne pas consommer à outrance. Manger moins de viande, éviter de prendre l'avion à tire-larigot. J'ai dit tire-larigot. Ne pas changer de téléphone en permanence, prendre des douches plutôt que des bains, enfin bref, des conseils assez simples finalement. Un paquet de gestes assez simples qui, cumulés et surtout multipliés à des millions de personnes, pourraient bien faire la différence. Parce que si la demande change, l'offre, elle aussi changera. Des petits gestes qui pourraient aussi passer par l'utilisation d'un outil qu'on utilise tous les jours plusieurs heures, le téléphone. Et ça tombe bien puisqu'une nouvelle application peu énergivore, gratuite et surtout ouverte à tous, vient tout simplement d'être lancée par Bouygues Telecom. Elle s'appelle tout simplement Mon Empreinte Smartphone. Alors elle s'inscrit dans une démarche de sobriété numérique, donc c'est quelque chose de plutôt positif. Cette appli en fait, elle permet de garder un œil sur la consommation internet afin de réduire notre impact carbone. Elle dispose notamment pour ça de plusieurs outils capables de mesurer ta consommation en 5G, en 4G, en Wi-Fi et tout ça, retranscrire cette consommation en CO2, faire l'équivalence avec d'autres objets du quotidien comme ici des ampoules LED, paf, il y a toutes les infos. Et elle donne également de nombreuses astuces éco-gestes afin de réduire notre impact environnemental. Quand on sait que le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et que ce pourcentage augmente via la fabrication des équipements et la consommation énergétique, il est nécessaire, je pense, de collectivement se pencher sur une manière plus responsable de consommer, et ça même numériquement. Le Wi-Fi consomme par exemple jusqu'à 4 fois moins que le réseau mobile. Vous pourrez donc retrouver ce genre de petites astuces conso dans l'application Mon Empreinte Smartphone, qui est déjà disponible gratuitement depuis le 16 septembre sur les stores Android et iOS. Je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil, si ça peut vous aider à mieux piloter votre consommation, c'est quand même plutôt pratique. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que vous avez découvert des trucs peut-être. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en tout cas, c'est des sujets importants je pense. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner, je vous donne rendez-vous mardi pour le MSN, le Mardi Science News. Et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!